Bonjour à tous, Parlement Hebdo se transforme en Régional Hebdo, émission spéciale consacrée au bilan de ce premier tour, analyse et stratégie de chaque camp avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et notre invité cette semaine pour commenter cette actualité chargée, Roland Quérol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous reviendrons donc sur les temps forts de la semaine et sur les scénarios possibles pour le second tour. On commence Katia avec les résultats de voici la carte de France de ce premier tour dans 6 régions. Le Front National est arrivé en tête, dans 4 pour les Républicains et 3 pour la gauche. Le rapport de force politique au niveau national. Rappel des résultats, la France s'installe dans une forme de tripartisme avec 27,7% des voix au niveau national pour le Front National. Les listes de droite et du centre en deuxième position avec 27,5%, suit la gauche et le Parti Socialiste avec 23,5%. Est-ce que, Roland Quérol, vous avez été surpris de ces résultats ? Oui, je crois que tout le monde a été un peu surpris. Je dis un peu parce qu'il y a aussi des vainqueurs dans cette élection. C'est les sondages qui avaient été bons. Pour une fois qu'on ne critique pas les sondages. Ah ben voilà, vous avez remarqué. Et donc, pendant toute la campagne, on a vu tout de même se dessiner très bien les lignes, et au niveau national, et au niveau de chacune des régions, de ce qui allait se passer, avec notamment cet effet attentat qui a visiblement, entre avant et après, il y a eu 4 à 5 points de glissement pour le Front National. C'est visiblement lié à cette période. Est-ce que l'on peut dire que le tripartisme s'est installé en France ? Écoutez, on peut dire en tout cas qu'il y a 3 grandes forces politiques. Tripartisme, c'est un peu tôt parce que c'est pour ça que les spécialistes disent tripartition, parce que la gauche n'est pas unie. Elle l'est électoralement dans un certain nombre de cas au second tour, mais autant les Républicains ont réussi à faire une coalition totale, autant le Front National est évidemment uni, autant la gauche, bon, là il y a le Parti Socialiste et le reste. Et le reste n'est pas en bonne forme dans cette élection, puisque si on prend les dernières régionales en 2010, les non-socialistes pesaient autant que les socialistes, pratiquement moitié-moitié. Alors là, cette fois-ci, la gauche de la gauche s'est effondrée de moitié par rapport à 2010. Alors, quelle stratégie justement face au Front National? C'est la question en début de semaine à la une dans les états-majors. Dès dimanche soir, les principaux partis ont arrêté leur stratégie. Manuel Valls d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre. 2 hommes, 2 stratégies. Des positions donc divergentes. Elsa Monagava. Un combat à distance par plateau de télévision interposé. Hier, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy ont acté leurs différences sur la stratégie à adopter face au Front National. En région PACA, j'appelle à voter pour Christian Estrosi face à l'extrême droite. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, j'appelle à voter pour Xavier Bertrand face à l'extrême droite. Et dans la grande région Est, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, j'appelle à voter pour Philippe Richert face à l'extrême droite qui ne peut pas l'emporter. Il n'y aura pas de fusion avec les socialistes et pas de retrait. Il n'y a pas d'accord entre nous, il n'y aura pas de combine. Les socialistes ont pris une décision que je respecte, c'est leur choix. Ils l'ont fait sans que nous leur demandions rien, dans la clarté de leur décision. Et nous avons fait un choix de maintenir nos listes parce que je suis persuadé que nous sommes les seuls à pouvoir rassembler face au Front National. Défense de ses positions et attaque contre l'autre camp. Moi, j'assume mes responsabilités. C'est la grande différence avec Nicolas Sarkozy, entre nous et Nicolas Sarkozy, entre moi et Nicolas Sarkozy. Quand on est un responsable public, on assume ses responsabilités et on choisit. Il n'y a pas de nini. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas... Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Je ne veux pas d'arrangement dans le dos des électeurs. Tous deux se présentent en rempart contre le Front National, mais les arguments ne sont pas les mêmes. Le programme de l'extrême droite, ça serait un désastre sur le plan économique et pour nos entreprises dans ces régions. L'extrême droite, elle divise les Français. Elle veut les jeter les uns contre les autres. Donc il y a 2 visions. Eh bien, dans la plupart des régions, cette vision de la République, ouverte, généreuse, exigeante, forte, qui est là pour protéger et rassembler, c'est la gauche et les écologistes qui la porteront. L'exaspération devant la politique menée, le sentiment qu'ont les gens se disent, au fond, est-ce que ces politiques ils peuvent encore quelque chose ou est-ce qu'on peut rien? Il y a une désespérance. Ils se demandent, au fond,
Est-ce que la France de toujours restera la France? Pour faire clair, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de ça. C'est un peu le questionnement du Front National. Non, je suis désolé, c'est le questionnement que j'ai posé dès 2007. Tout ne tourne pas autour de Mme Le Pen, de son père, de sa petite fille, de sa nièce et compagnie. Quand j'ai parlé des racines chrétiennes de la France, pas entendu Mme Le Pen. Que n'ai-je entendu de la bien-pensance? La République a trop reculé. Des stratégies contre le FN mises à l'épreuve dimanche prochain. Alors Roland Quérol, est-ce que le Front républicain, c'était pour le PS la seule stratégie possible? Oui, d'ailleurs, si on fait un peu d'histoire électorale, c'est la seule façon de battre les extrêmes droites dans une élection à 2 tours. Désistement républicain ou fusion de candidatures lorsque c'est possible. Nicolas Sarkozy a pris le pari inverse. Au fond, il est sur une stratégie qui est toujours la même depuis le 2e tour de la dernière élection présidentielle qui l'a conduit à l'échec. C'est ce ni-ni, comme si on mettait un signe égal entre le Front National et les autres partis républicains comme le Parti Socialiste. C'est un risque qu'il a pris. Il pense visiblement, lui, à nouveau à la prochaine élection présidentielle, mais c'est un risque qu'il pourrait payer dans son propre parti. Encore une fois. D'abord, encore une fois, si ça va jusqu'aux élections, mais dans la bataille de la primaire, ça va être, à droite, l'un des sujets principaux de la dispute. Vous l'expliquez très bien, Roland Quérol, mais pourquoi le Nini, ça ne fonctionne pas? Ça n'a pas fonctionné en 2012, pourquoi ça ne fonctionnera peut-être pas cette fois-ci encore? Écoutez, ça ne fonctionne pas pour Nicolas Sarkozy, mais lorsqu'il ne donne pas de consignes, les électeurs, rappelez-vous la partielle du Doubs, ils y vont et ils votent contre le Front National. Il ne faut pas oublier que tous les sondages montrent que les 2 tiers des Français ne veulent en aucun cas du Front National au pouvoir. Donc on peut se servir du vote Front National, d'abord au premier tour, pour dire non, non et non à ce qu'on voit se passer, ou pour dire il y a trop d'Arabes, il y a trop de musulmans en France, mais on n'a pas envie de les installer au pouvoir. Donc la stratégie du Nini, accompagnée du fait qu'on va reprendre la thématique du Front National, il me semble, à moi, je ne sais pas un point de vue politique que je défends, ça n'intéresserait personne, mais du point de vue de l'analyse, il me semble que c'est une impasse. Et on a vécu un moment historique. Ah, on a vécu un moment historique, c'est un moment politique. Manuel Valls appelant nommément à voter en les citant pour 3 têtes de liste de la droite. Voilà, ça c'est quand même il y aura un avant, incroyable. Un après, selon vous? Ah ben écoutez, il l'a fait. C'est un certain courage de dire non seulement allez, j'ai demandé à mes gens de partir et voter en face, mais d'appeler carrément en disant des noms qui auraient écorché la bouche de beaucoup de gens de gauche. Et encore, voilà, c'est un certain courage politique. C'est une crânerie qu'on peut saluer. Écoutez ce que disait Marine Le Pen sur cette idée de la stratégie du Parti Socialiste, cette idée du retrait. Écoutez. Le Parti Socialiste, comme la secte du Temple solaire, a décidé d'un véritable suicide collectif par l'intermédiaire du retrait de ces listes. C'est leur choix. Je crois qu'ils auront de longues années pour regretter ce choix. Marine Le Pen le dit avec ses mots, mais quand on regarde un petit peu plus loin, c'est vrai que le Parti Socialiste sera absent dans des bastions qui étaient très importants pour lui, pour le Nord, pour le sud de la France, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 6 ans où il n'y aura pas d'élus socialistes. C'est vrai que par rapport à l'histoire politique, on disait pour les fédérations importantes du Parti Socialiste, les Bouches du Nord, pour bien montrer que c'était ça les 2 bastions. Et ce sont précisément les 2 endroits où il n'y a pas de socialisme. Enfin, c'est dû quand même d'abord à l'effondrement électoral du Parti Socialiste. Parce que ça reste quand même un échec. C'est un échec grave. Quand on a dominé des régions et qu'on n'est même plus capable d'arriver au second tour, le fait qu'il y ait ou pas quelques conseillers régionaux très minoritaires dans une assemblée, c'est rien par rapport à cette réalité incroyable qui n'est due en rien à la situation du Front National, de je ne sais quoi, qui est l'échec du socialisme dans ces régions. Est-ce que ça peut durer? On voit que dans certains pays d'Europe, comme la Hongrie ou la Pologne, eh bien la gauche s'est complètement retirée au profit de certains partis populistes. Est-ce que ça peut arriver? Moi, je crois qu'au niveau national, le Parti socialiste est appelé à prendre des décisions stratégiques d'ampleur. Est-ce qu'il continue sa politique d'aggiornamento? Est-ce qu'il devient un véritable parti progressiste, social-libéral? Ou est-ce qu'il reste un petit peu embarqué encore par sa C'est ce que Manuel Valls veut faire changer, c'est lui qui... Alors Manuel Valls, Macron, quelques autres.
voilà, là on sent bien qu'il y a une évolution et que l'opinion semble demander, puisque la gauche de la gauche s'effrite d'élection en élection. Elle pèse de moins en moins. Donc c'est plutôt cet axe de centre-gauche que réclament les électeurs. Ça, au niveau national, il y a une voie qui pourrait être tracée. Au niveau régional, ceux qui ont été très fortement marqués par un socialisme un peu clientéliste, le vieux socialisme municipal, ils vont rester durement atteints. Eux, ils ont vraiment à faire table rase. Alors revenons à la droite. La stratégie du Nini est soutenue par une majorité de députés, à quelques exceptions près, et pas des moindres. Sophie Normand. Retrait ou fusion des listes, la question ne se pose qu'en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, où le candidat Les Républicains est en 3e place. Et à la quasi-unanimité, le parti répond non. Nous avons fait campagne pendant des semaines et des semaines pour dénoncer la mauvaise gestion des équipes socialistes à la tête des régions. Et pour dénoncer aussi la politique gouvernementale. Si nous ne voulons pas tomber sous le coup d'accusations de magouilles partisanes, on ne va pas changer d'avis du jour au lendemain. Seuls Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin se sont prononcés contre cette ligne du Nini. Et moi je pense qu'il faut être très clair que la situation est extrêmement grave, que le pays est à la dérive et qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est mettre de l'autorité dans notre démocratie et pas courir derrière les électeurs de telle ou telle famille politique. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est nous mobiliser pour sauver la République de cette dérive. Une voix discordante, même si comme lui, ils sont plusieurs ténors à vouloir ouvrir le débat sur la stratégie du parti dès la fin du second tour. Et je souhaite pour après-demain que nous soyons très conscients de ce double énoncé des Français, l'échec de la gauche, mais aussi l'échec et l'impuissance de la droite, telle qu'elle s'est présentée jusqu'à présent et telle qu'elle persiste en elle-même depuis 2012. Pointé du doigt, Nicolas Sarkozy, certains cadres du parti critiquent l'ancien chef de l'État et déplorent l'absence de leader légitime. En l'absence de leader légitime, nous n'avons pas de leader légitime, dit aussi Éric Woerth. Est-ce que la guerre des chefs est à prévoir à droite après ces régionales? Oui, alors là, c'est très clair. Les couteaux sont déjà en train de... Ça, ils sont plus que sortis. Ils sont sortis, on les voit luire dans la nuit. C'est clair, hein, la prochaine étape, c'est la primaire de novembre 2016. Et cette primaire, elle va être largement dominée par l'orientation stratégique qu'il faut donner à la droite, et notamment les relations avec le Front National. Est-ce qu'on le prend désormais vraiment comme ennemi principal ? Ou est-ce qu'on essaye de faire un espèce de rapprochement thématique qui permettrait de piper ses voix? On voit bien que là-dessus, il y a Nicolas Sarkozy, d'un côté, et pratiquement tous les autres contre lui, parce qu'ils sont amenés, en plus, je dirais techniquement, quand on va s'affronter, à pas être d'accord sur un sujet aussi fondamental que celui-là. Regardez un petit peu les chiffres. 2010, il y a eu ce score qui était quasiment équivalent à celui de 2015. La stratégie d'alliance avec le centre, elle a pas vraiment fonctionné. Quand vous regardez les têtes de liste centristes dans 3 régions, ils arrivent 2e. Oui, mais il n'y a pas vraiment de raison que les élus centristes de ces régions ne voient pas une partie de leur électorat happé par le Front National, comme les Républicains. Il n'y a pas de différence aujourd'hui. Ils sont absolument unis, ils se présentent ensemble. Je crois même que beaucoup de personnes dans la population ne savent pas qui est centriste et qui est républicain. Ce serait fait. Ils croient, eux, parce qu'ils vivent dans leur milieu clos politique, que c'est fondamental. Et donc cette stratégie d'alliance, pour vous, elle a fonctionné ou pas? La stratégie d'alliance, elle a fonctionné dans un climat général où l'ensemble dépérissait. Et c'est ça qu'ils n'ont pas vu. Et on peut dire, si on vous demandait ce que sont les thèmes vraiment principaux, et pas seulement les thèmes d'hostilité à tel ou tel des Républicains, vous auriez du mal. On a souvent le sentiment, vous savez, rappelez la phrase de Jean-Marie Le Pen de la photocopie par rapport à l'original, on a souvent le sentiment qu'il manque un véritable programme de droite et de centre-droit à cette coalition. Il se définit trop par rapport aux autres. Et la primaire, ça va régler tout ça? Comment? La primaire va régler tout cela? La primaire, il est bien forcé de régler tout ça. Alors, vous savez ce que c'est, on emprunte toujours un peu du vocabulaire de celui avec lequel on se bat. Ça va être moins tranché. Mais oui, il va y avoir, de ce point de vue, le match Juppé-Sarkozy, il ne peut pas éviter ça. On va passer au mardi. Il y a un élu socialiste qui, lui, résiste. Et cet élu, il s'appelle Jean-Pierre Masseray. Il est candidat en Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Il a décidé de se maintenir malgré les pressions de Paris. On voit tout cela en images.
L'avertissement de Solferino n'aura pas suffi à le faire changer d'avis. Jean-Pierre Masseret persiste et signe. Le candidat socialiste dans le Grand Est a déposé cet après-midi sa liste à la préfecture de Strasbourg. Nous pensons que c'est en siégeant dans l'Assemblée territoriale que nous pourrons le mieux faire reculer le Front National, en occupant la place dans l'opposition. Parce que nous assumons en effet ce rôle, nous ne serons pas majoritaires. Mais dans l'opposition, on a le devoir de continuer le travail qui nous a réunis. Le président sortant de la région Lorraine était depuis hier sous la pression d'élus locaux et des instances du PS. Un mot d'ordre, se retirer pour faire barrage au FN. Il y a une prise de position du Bureau national, il devra la respecter, point. Au premier tour, Jean-Pierre Masseret remporte 16% des voix, loin, très loin derrière le candidat républicain et le parti de Florian Philippot qui le devance de 20 points. Pour parler de tout l'Est de la France, on va accueillir Pascal Jalabert. Vous êtes le responsable du bureau information au groupe EBRA, région de Provence. C'est la presse quotidienne régionale qui couvre à peu près tout l'Est de la France. Vous connaissez bien Jean-Pierre Masseret ? Pas trop, mais là, je l'ai découvert comme tout le monde. Mes collègues. C'est une grande découverte, parce que visiblement, c'est l'homme qui résiste. Voilà, mes collègues du Républicain Lorrain et de l'Est républicain le connaissent beaucoup mieux. Ils savaient que c'était un têtu, un gros caractère, un acier lorrain, si on peut dire. Donc, sa réaction n'a pas surpris. Il faut savoir quand même que le Parti socialiste, alors soit c'est par amateurisme, soit c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, n'a pas réussi à trouver un nombre suffisant de colistiers pour le retrait de la liste. Il faut rappeler la règle, c'est-à-dire il fallait que la moitié plus un des colistiers signe un document collectif de retrait. Et visiblement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la majorité pour signer le retrait de la liste. Quelle chance a-t-il en prenant ce type, en choisissant de résister seul contre tous comme ça? Là, Jean-Pierre Masseret, s'il arrive à rééditer son score, ça sera déjà un miracle pour lui. C'est possible, hein, il peut le rééditer parce que je pense qu'il va récupérer quelques voix côté front de gauche, côté gauche de la gauche. Mais il est clair que si Florian Philippot l'emporte, il portera... C'est l'homme qui aura fait élire Florian. Il faut savoir quand même, Florian Philippot n'a jamais gagné de second tour en Lorraine. Il a été battu aux législatives. Il a été battu au municipal par la gauche après des appels d'élus lorrains de droite. Donc, il y a quand même dans cette région, le barrage républicain, ça a déjà existé. Roland Carroll sur... Oui, les premiers sondages qui ont été publiés dans Le Coin confirment ce que dit Jalabert, c'est-à-dire que Masseret se maintient pour le moment à ses 16% du premier tour, mais c'est plus les mêmes 16%. Il a perdu la moitié de son électorat socialiste. Et en revanche, viennent vers lui des électeurs du Front de gauche et des écologistes qui se rabattent sur sa candidature, trop contents d'avoir un candidat de gauche. Suffisant pour faire élire Philippe Richard ? Ça va être suffisant, sans doute, pour faire élire Philippe Richard. Mais vous savez, avant un deuxième tour, la messe n'est pas dite. Mais enfin, sur le papier, je pense que Philippot aura du mal. Vous attendiez, vous, à ce que cette région soit au centre de toutes les préoccupations de la vie politique française? Très clairement, oui. Alors il faut remettre le contexte régional. C'est une région qui a été mal acceptée par les habitants. La fusion a été mal acceptée. Pourquoi? Parce que les Alsaciens n'en avaient pas envie. Et il y a eu une attitude des élus alsaciens de refus vis-à-vis de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. Donc ça a provoqué des réactions un peu de mécontentement. Plus de la capitale imposée à Strasbourg, plus Philippe Richard candidat. Donc ça a pu jouer dans le... Ça a pu jouer pour le... de rejet, oui, un vote Florian Philippot, en sachant quand même que vous avez en Champagne-Ardenne notamment des territoires où l'aspect social, l'aspect sentiment d'abandon pèse lourd. Donc c'est un terreau favorable pour le Front National. On rappelle que Brachet, c'est quand même la commune qui vote le plus Front National en France. C'est en Champagne-Ardenne, c'est en Haute-Marne. Et à ce propos d'ailleurs, petit détail à souligner, il y a des communes de Haute-Marne, notamment à côté de Colombey-les-Deux-Églises, où les gens n'ont vu que Florian Philippot pendant la campagne. Il n'y a que l'affiche Florian Philippot. C'est-à-dire il a ajouté une campagne de terrain à la notoriété dont il bénéficie au niveau national. Ce qui fait que campagne sur cette France des oubliés. Hein. Ils ont commencé comme cela depuis ça fait des mois. C'est rien de nouveau, Roland Carroll. Absolument, absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, le sillon se trace un petit peu plus.
Alors on va changer de région, si vous le voulez bien. On va passer plus au sud, en PACA, où Christian Estrosi affrontera Marion Maréchal Le Pen, puisque le candidat socialiste Christophe Castaner s'est retiré. Voyons un peu l'état des lieux du premier tour avec François Goulin. 20 h, les scores tombent et c'est la douche froide dans le camp des Républicains. Christian Estrosi, la tête de liste, est largement devancé par la candidate du Front National. Les militants sont abasourdis. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça? C'est pas vrai. C'est horrible. On vous sent au bord des larmes. Mais ouais, c'est horrible. C'est horrible. Vous imaginez? Sourire crispé, Christian Estrosi sait que la bataille est loin d'être gagnée. Et il appelle à un sursaut citoyen. Quel que soit votre vote de premier tour, quelles que soient nos éventuelles divergences, je vous appelle à faire bloc dans l'intérêt de notre région. Comment faire bloc au Front National? La question s'est posée pendant des heures au QG des socialistes. Finalement, la tête de liste, Christophe Castaner, n'apparaît qu'à 23 h 30 devant les journalistes. Est-ce qu'on est bon? Je parle pas de notre score. L'ordre vient de la rue de Solferino. Pour éviter une triangulaire, il n'y aura pas de candidat socialiste au second tour. Comme l'a souhaité Jean-Christophe Cambadélis pour le Parti socialiste, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de peine, avec beaucoup de remerciements que j'adresse à toutes celles et tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui et qui se sont battus partout en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je prends mes responsabilités en me retirant de ce combat politique et j'appelle à faire barrage au Front National. Quel que soit le choix des électeurs, la région, dirigée depuis 16 ans par le PS, n'aura donc aucun élu socialiste sur ses bancs les 6 prochaines années. Alors Roland Quérol, entre-temps, il y a eu ces sondages qui donnent une Christian Estrosi vainqueur, sondages qui peuvent surprendre un peu. Est-ce que s'il l'emportait, ce serait pour vous une surprise? Non, ce ne serait pas une surprise parce qu'on a commencé à être habitué en France à ce que dans les premiers tours, le Front National puisse faire des 35-40%. Et que, alors que souvent c'est une tradition en France, quand on dépasse 40% au premier tour, bon, il y a une dynamique, on passe au second. Ben non, très souvent... Ça ne se vérifie pas pour le FN? Ça ne se vérifie pas parce qu'il y a vraiment cette espèce de fameux plafond de verre, qui est même un plafond de briques, qu'on ne peut pas franchir parce que la majorité des Français se servent de l'arme du Front National pour s'exprimer, mais ne souhaitent pas les mettre au pouvoir et on retrouvera ça dans les régionales. Alors, ce n'est pas une science exacte, hein, il faudra prendre ces fioles de pharmacien pour voir comment les choses se fabriquent. Si l'alchimie, ça fonctionne ou pas? Voilà, mais grosso modo, ça ne serait pas une surprise que le Front National, après avoir marqué le premier tour, au point que les médias parlent de la colère des Français, les Français, c'est 28%. Hein. Bon, ils ont absolument occupé l'espace politique. C'est ça qui va surprendre, c'est qu'après avoir occupé l'espace politique à ce point, ils puissent ne faire que 0 région en termes d'exécutif. Vous croyez aux 0 régions? C'est très possible, ça s'est passé pour les départementales. Hein, exactement. 0 département. Alors dans les communes, il y a des situations un peu différentes, mais le 0 région est tout à fait possible. Je crois que, moi, ce matin, je l'ai écrit comme ça, à 1 région, c'est une sensation, à 2, c'est une banalisation du FN, à 3, c'est une déflagration, et à 0, c'est la démonstration que Marine Le Pen n'est pas capable de casser ses plafonds de briques. Et je voulais savoir aussi sur Marion Maréchal Le Pen, c'est la candidate en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle a 26 ans, nouveau visage un petit peu de la politique, mais elle est sur une stratégie peut-être un peu différente de celle de Marine Le Pen. On a l'impression qu'il y a quasiment 2 électorats. L'électorat peut-être du Sud, aux régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes d'accord ou pas? C'est un peu l'analyse qu'on a tendance à faire vue de Paris. Il y a en effet un ancrage Front National qu'on a un peu attribué activement aux rapatriés. C'est pas une terre très conservatrice sur le plan de la société, hein, le Sud. Mais par contre, Marion Maréchal Le Pen, elle a besoin de militants. Elle a besoin de gens qui collent les affiches et elle les retrouve plutôt là dans un électorat bien plus traditionnel du Front National. Donc elle doit tenir en effet les 2 discours, en sachant qu'il n'y a pas les phénomènes de chômage, de sentiment de territoire délaissé qu'on peut enregistrer dans l'Est ou le Nord. C'est bien 2 campagnes différentes entre le Nord et le Sud. C'est un peu de campagnes différentes. Oui, elle-même, Marion Maréchal Le Pen, elle est d'une extrême droite chrétienne, bien plus proche de Jean-Marie Le Pen que de sa tante.
Et elle fait une campagne où elle dit tout cela quand même. Hein. C'est elle qui a dit on ne peut pas vivre dans la République française et porter une djellaba. On n'imagine pas s'attendre dire cela en ce moment. C'est très différent. En période de banalisation. Donc ce sont deux campagnes différentes qui symbolisent deux fronts différents, mais avec en même temps un ingrédient commun qui est l'hostilité à l'immigration et l'hostilité et la crainte envers l'islam. Roland Quérol, Pascal Jalabert, il y a une région auquel on prête peut-être moins attention, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Là aussi, le Front National est arrivé en tête, suivi des Républicains, suivi du Parti Socialiste, et on se dit que c'est peut-être sur cette région qu'il peut y avoir une victoire du Front National. Alors en effet, les caméras se sont beaucoup moins déplacées à Dijon et à Besançon, et si l'on regarde le premier tour, à mon avis, à l'instant où nous parlons, c'est la région dans laquelle le Front National a le plus de chances de l'emporter. Sophie Montel, la candidate. Sophie Montel, pourquoi? Parce que ça peut se jouer autour de 35%, 35-36%. Donc là, le Front National est sur des scores qu'il est en mesure d'atteindre. Quand ça se joue à 50, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Là, il est en mesure d'atteindre, en sachant que François Sauvadet, et c'est intéressant à noter, qui est un centriste, comme Philippe Vigier dans le centre, comme Hervé Morin en Normandie, n'a pas réalisé un très bon score de premier tour. Donc il a des points à remonter. C'est-à-dire là, et la gauche et la droite ont besoin de report et d'abstentionnistes pour emporter. Donc là, ça va être très très serré. Namour, Roland Quérol, sur cette région? C'est une région où depuis longtemps, là, le Front National est là. Il avait été allié au pouvoir régional. Il y a le temps de Jean-Pierre Soisson qui disait que lui, il allait pas trier dans les bulletins pour savoir qui votait pour lui. En fait, tout le monde savait que c'était le cas. Donc ça va, c'est vrai qu'il y a là, dans cette région, une vraie incertitude qui est liée à une histoire, à un ancrage, et on risque d'attendre quelques quarts d'heure les résultats de cette région. On va regarder de très près dimanche soir cette région. Merci Pascal Jalabert de votre éclairage sur tout l'Est de la France. On va maintenant parler de la stratégie du retrait du Parti Socialiste, que ce soit dans le Nord ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça n'a pas forcément été très bien pris, notamment chez les militants socialistes. Regardez. Manuel Valls en service après-vente pour défendre sa stratégie devant les députés. Un appel au Front républicain et à la mobilisation des abstentionnistes pour le second tour des régionales. Nous prenons nos responsabilités, nous n'hésitons pas. Et quand on est à la tête d'un parti, quand on a été président de la République, on fait des choix. On ne court pas derrière l'extrême droite et le Front National. On est au clair. On ne met pas au même niveau la gauche et l'extrême droite. Moi, je ne mettrai jamais au même niveau la droite républicaine et l'extrême droite. Le désistement dans les régions où les forces de gauche sont trop distancées est douloureux pour les députés socialistes. Mais la décision fait l'unanimité dans le groupe. Il y a des interrogations, mais je rappelle quand même que cette décision a été prise à l'unanimité du Bureau national. Bien sûr qu'on préférait ne pas avoir à faire cela, mais on prend nos responsabilités, on assume. Il est facile de le faire quand on a une idée précise de ce que l'on veut envoyer comme message à tous les amoureux de la République. Le PS mobilisé comme un seul homme pour le second tour. Même si l'aile gauche du parti demande déjà un examen de conscience après la disparition des élus socialistes dans 3 régions. Se retirer sans tirer les leçons sérieusement de pourquoi on en est arrivé là, c'est inconscient ou bien c'est un calcul. Et dans les deux cas, je pense qu'il faudra dimanche soir, et je vous donne rendez-vous dimanche soir, en parler très sérieusement. La constitution d'un nouveau gouvernement de gauche plurielle au lendemain des régionales est l'une des pistes défendues par l'aile gauche du parti. Voilà pour ce sujet signé Jean-Baptiste Daoulaz qui était à la sortie du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors on voit bien calcul ou inconscient, a dit Christian Paul. Là aussi, il va y avoir un examen très précis dimanche soir des résultats et de ce qui va se passer après. Oui, avec l'inconvénient pour les ex-frondeurs ou actuels frondeurs que, encore une fois, la gauche de la gauche ne se porte pas bien dans cette élection. Donc ils n'ont pas à l'extérieur du parti un mouvement qui leur permettrait d'aller bien loin, parce que voilà, tout dépendra des résultats exacts. Si le Front National est élu malgré ce sacrifice du parti, évidemment, ça sera moins fort pour Valls. Si, comme les sondages le laissent pour le moment prévoir, ça marche, je crois que ça sera difficile là pour l'aile gauche du parti. François Hollande là-dedans, il joue gros dimanche soir? François Hollande, il a joué assez habilement comme on le connaît, c'est-à-dire qu'à la fois il s'est occupé de son image personnelle et de son statut de
chef de guerre, garant de la sécurité, et apparemment, il ne s'est pas mêlé des régionales. Nous savons qu'en vérité, il a été à la manœuvre entièrement, et que, entre lui et Valls, ça a été une façon de driver ensemble ce qui était en train de se passer. Mais je crois qu'il n'est pas, voilà, il n'a pas intérêt, évidemment, à parler de ces régionales. Il a intérêt, lui, à rester dans sa cour. Sa cour, c'est celle des grands et celle qui prépare la suite. Lui aussi, c'est à la présidentielle qu'il pense. Et il faut laisser ses lieutenants montrer pour lui que c'est bon pour lui. Alors mercredi, on va donner un coup de projecteur sur la région Nord, Pas-de-Calais et Picardie, où des sondages donnent aussi Marine Le Pen perdante. Marine Le Pen, 40,64% des voix au soir du premier tour, dans ce fief de gauche depuis 30 ans. Quels peuvent être les scénarios possibles? Voyons tout cela avec Louis Civil. Scène de joie hier à Hénin-Beaumont, l'un des fiefs du Front National. À l'annonce des résultats, les militants exultent. C'est magnifique, c'est inespéré, inespéré. Je pense que finalement le drapeau français retrouve des couleurs ce soir et l'avenir sera meilleur pour le peuple français. On aura le deuxième tour, t'inquiète pas. C'est magnifique, 42,1, c'est magnifique. Le second tour est désormais dans toutes les têtes. Et Marine Le Pen compte bien aller chercher encore quelques voix. Tous les Français ont leur place à nos côtés dans ce grand mouvement de redressement populaire et national. Avec plus de 40% des voix, la présidente du Front National fait figure de favorite pour remporter la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mais la bataille s'annonce difficile. Pour faire barrage au Front National, le PS se désiste au profit des Républicains. Il n'y a que par la manœuvre, par ces manœuvres politiciennes d'appareil dont les Français ne veulent plus, qu'ils peuvent espérer peut-être encore se sauver la mise. Mais pour les ténors du Front National, ce barrage républicain reste bien fragile. Ça ne marchera pas, voilà, parce que entre les mots d'ordre et ce que décident les électeurs, il y a un grand fossé. Voilà, le PS n'est plus du tout crédible. L'abstention des voix de gauche au second tour pourrait faire basculer cette région à l'extrême droite. Un scrutin serré et un enjeu de taille pour la présidente du parti qui voudrait faire de cette victoire un tremplin pour la présidentielle de 2017. Alors pour parler de cette région, nous accueillons un journaliste de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu Verrier. Bonjour. Alors il y a aussi des sondages qui donnent effectivement Xavier Bertrand gagnant d'une courte tête. Qu'est-ce que vous pensez de ces sondages? Quelle est la réalité sur place? Où est-ce qu'on en est? Alors c'est toujours très difficile à dire. On est à 53, autour de 51-53 pour Xavier Bertrand, donc on est encore dans la marge d'erreur. Pour lui, il vaut mieux être en haut de la marge qu'en bas, donc à 53 plutôt qu'à 47. Ce sondage-là? Alors, j'avoue que j'étais un peu surpris. Steve Briouat parle d'un décalage entre les appareils et les électeurs. Et justement, les appareils, les militants socialistes ont eu du mal au début à se mettre derrière Xavier Bertrand. Les sondages ont tendance à montrer que les électeurs, eux, ont un peu moins de mal à encaisser le choc de dimanche dernier et à se reporter sur Xavier Bertrand. C'est presque contraire, Roland Quérol, que les socialistes vont aller voter Xavier Bertrand, mais ils vont y aller selon vous? J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que c'est contraint et forcé, et en même temps, c'est quand même une tradition électorale qui est bien respectée en général par les socialistes, en tout cas dans les votes, dans les circonscriptions uninominales, lorsqu'il y a désistement républicain, on s'aperçoit qu'il y a à peu près les 2/3 des socialistes qui se plient à cette discipline. Et ce que trouvent les sondages pour le moment, parce que la marge d'erreur, elle est quand même plus faible, parce que si vous additionnez 3 sondages, on est sur 3000 personnes et on a à peu près les mêmes résultats. Donc ils trouvent à peu près ces mêmes chiffres, entre 60 et 70% des socialistes qui se reportent sur Bertrand, ce qui lui suffirait dans l'état actuel des choses. Enfin, encore une fois, tout peut bouger, et notamment le fait pour certains de savoir que les sondages donnent Xavier Bertrand en tête
peut faire que certains, du coup, se disent bah, c'est peut-être pas la peine. Mais que justement, j'y aille. ça. Mathieu, vous pensez qu'il peut y avoir des mobilisations de ce camp en se disant bon, bah, de toute façon, je ne vais pas y aller parce que vu que les sondages le donnent gagnant? C'est possible, surtout que dans le détail, on voit que les sondages donnent à peu près 60% de report de la gauche sur Xavier Bertrand. Il en faudrait 75% à peu près si on reste sur une participation équivalente au premier tour. Et on a 30% d'abstentionnistes qui se reporteraient sur Marine Le Pen. Ce qui fait quand même beaucoup, ce qui veut dire qu'on arriverait à une participation de 70% dimanche prochain. Ça serait assez étonnant. Ce qui veut bien dire aussi quand même, Roland Quérol, que ces sondages peuvent avoir un vrai impact. Bah, il n'y a pas de raison. On vit dans un monde qui est un monde de communication et de sondage. Il est évident que c'est ça dont se nourrissent les électeurs. Et on ne peut pas imaginer que les médias et les sondages et la conjugaison des deux n'aient pas d'influence. Merci beaucoup Mathieu Verrier d'avoir participé avec nous à cette émission. On va s'arrêter à présent sur la région Île-de-France. La bataille est très rude entre Valérie Pécresse et Claude Barthelone, comme vous allez le voir dans ce reportage de Cécile Sixou. Race blanche, encore une fois l'expression a mis le feu aux poudres. Cette fois c'est Claude Barthelone, le candidat socialiste, qui l'a utilisé. Toute la journée, la polémique a enflé. Ce soir, Valérie Pécresse a décidé de porter plainte et demande des excuses de Manuel Valls. Ce sont des attaques abjectes qui font honte à la politique. Me traiter, moi, gaulliste social, de raciste, c'est juste immonde. Je demande à Manuel Valls de faire des excuses au nom du Parti socialiste. Bascule dans l'infamie pour François Fillon, indigne et dangereux pour Pierre Lelouch. La droite fait bloc derrière Valérie Pécresse. À 3 jours du second tour, les sondages donnent les deux candidats au coude à coude. Roland Quérol, pas d'excuses de la part de Claude Barthelone ni de Manuel Valls, bien au contraire, il persiste et il signe Claude Barthelone. C'est une faute politique selon vous? Je sais pas, il y a toujours des noms d'oiseaux, parfois C'était comme ça en 2010. Un peu exagéré dans les campagnes électorales. Moi, je ne trouve pas que ça soit très utile en campagne électorale de faire ça, mais il est rare qu'on s'excuse après. Au contraire, on dit même pas peur, je continue, quoi. Mais faute ou pas? Je ne sais pas, parce que pourquoi il fait ça? C'est pas juste par erreur. Hein. Voilà. C'est qu'il sait que son message premier s'adresse aujourd'hui aux électeurs de la gauche. Il doit rameuter sur son nom les électeurs front de gauche, communistes, verts du premier tour. Et donc, il leur fait un peu plaisir en cognant plus fort contre la droite pour que donner à une certaine chair à cette union de la gauche qui a quand même été un peu bricolée au dernier moment. Et ça peut marcher, ça peut avoir un effet ça peut faire plaisir à des gens qui se disent finalement Bartho il y va, il est voilà, et ça peut créer un petit peu ce sentiment. Ça peut faire peur aussi. Alors ça peut faire peur à ceux qui sont plus modérés. Il faut savoir là aussi peser le pour et le contre. Sondage là aussi qui donne au coude à coude avec Valérie Pécresse un tout petit peu d'avance, mais 2 points c'est la marge d'erreur. Vraiment au coude à coude. Ça va jouer sur quoi? Et un autre sondage donne dans l'autre sens. Maintenant. Donc, c'est vraiment, on est dans le brouillard, là, ça va se jouer sur très peu. La discipline totale de la gauche ou pas sur Barthelone. Ce que les gens qui pourraient laisser tomber le vote Front National pour voter utile Pécresse au deuxième tour et l'arrivée aux urnes d'abstentionnistes du premier tour. À mon avis, ça va être la région qu'on va attendre longtemps dans la soirée. C'était comme ça déjà, on l'avait déjà annoncé, c'était la région test, ça sera absolument, la région test. Absolument, d'autant que quel que soit le résultat de la gauche et de la droite, le fait que l'Île-de-France tombe ou reste dans l'escarcelle, ça va peser beaucoup. C'est quand même 20% de la France, c'est la plus grande région d'Europe. Celui qui l'a, il ne va pas manquer de faire savoir qu'il l'a. Alors, au fil des scrutins, le FN prend racine dans les territoires français. Je vous propose de faire un petit coup de projecteur sur les ressorts du vote pour le Front National. Près de 6 millions d'électeurs se sont tournés dimanche dernier vers le parti de Marine Le Pen. Qui sont-ils? Pour quelles raisons votent-ils? Quelques éléments de réponse avec Stéphanie Despierres. 28% des suffrages au niveau national pour le FN, c'est un record. Le parti d'extrême droite totalise plus de 6 millions des voix au premier tour des régionales. D'abord vote de protestation, le vote FN est désormais aussi un vote d'adhésion. Il y a au minimum un triptyque, celui de l'immigration, de la sécurité et de la critique de l'Europe et de la manière dont elle fonctionne, qui sert de socle
et de valeurs auxquelles les électeurs du Front National adhèrent. Selon certains analystes, les attentats du 13 novembre auraient aussi favorisé le Front National. Cela a créé un traumatisme et a montré à une partie de l'opinion publique que le terrorisme était aussi porté par des jeunes Français éduqués dans les écoles de la République, ayant une carte d'identité française. Cela, bien sûr, a donné au discours qui était considéré comme apocalyptique du Front National un parfum de réalité. Et parmi les électeurs très perméables aux thèses Front National, il y a les jeunes. Selon une enquête Harris Interactive, hier, un tiers des jeunes qui ont voté Front National. Les nouveaux votants sont effectivement une partie des jeunes de la classe, notamment des 18-24 ans, parmi ceux qui ont le niveau de diplôme le moins élevé, qui sont des jeunes qui, très vite, les premiers, par rapport à ceux qui ont des études plus poussées, rencontrent toutes les difficultés d'insertion sur le marché du travail. Une large frange des ouvriers qui votaient à droite vote désormais à l'extrême droite. La vraie nouveauté, c'est qu'il y a maintenant des électeurs FN dans toutes les catégories sociales. Ces nouveaux électeurs permettront-ils au Front National d'emporter plusieurs régions françaises? Réponse dimanche prochain. Voilà, Laurent, quel rôle, excusez-moi, une autre question très simple. Le FN, pour ce second tour, a-t-il encore une réserve de voix et où? Parmi quels électeurs? Je pense que c'est la question qu'il se pose lui-même et à laquelle il craint de voir opposer une réponse négative, comme on le voit dans les sondages. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve de premier tour. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas allés au procès. On fait souvent comme s'il fallait additionner les voix du premier tour pour avoir le deuxième. C'est en partie vrai, mais il y a dans toutes les élections de ce pays un transfert d'abstentionnistes. Il y a 20% des abstentionnistes du premier tour qui vont voter au deuxième tour, et réciproquement, il y en a qui ont voté et qui n'y vont plus. Donc il y a un vrai changement de 20% du corps électoral. Alors en général, il est très proche de celui du premier tour, mais on ne sait pas, Il peut y avoir des gens qui volent au secours de la victoire, comme d'autres au contraire viennent pour s'opposer au Front National. La surprise est toujours possible. La surprise est possible. Et évidemment, si les sondages sont aussi bons techniquement qu'ils l'étaient au premier tour, il y aura moins de surprises. Merci Roland de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission spéciale pour les élections régionales. Et Katia, on vous donne rendez-vous avec toutes les équipes d'LCP et de Public Sénat dimanche soir, 19h30, émission spéciale sur les élections régionales. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Très bonne suite de programme sur LCP.